Dernière ligne droite avant le second tour des élections législatives. Place au débat sur France 3 Limousin. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour 1 heure d'émission spéciale et 3 débats en Haute-Vienne, en Creuse et en Corrèze. On commence sans plus attendre avec les 2 candidats en lice pour le second tour dimanche sur la première circonscription de Corrèze. Face à face, Christophe Géretti, candidat à La République En Marche, arrivé en tête au premier tour avec 32,5% des voix. Et Bernard Combe, candidat du Parti socialiste, arrivé en seconde position avec 17,9% des suffrages. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Une circonscription emblématique, fief de 2 présidents, chiracienne sous Chirac, hollandaise sous Hollande. Et maintenant, Christophe Géretti, macroniste sous Macron ? Nous l'espérons tous. Pour ma part, bien évidemment, je le souhaiterais. Je pense qu'une partie de la population le souhaite aussi. Nous allons continuer notre campagne électorale pour aboutir justement à cette réussite dimanche prochain. Est-ce qu'il y a une certaine forme d'opportunisme des électeurs corréziens, Bernard Combe ? Ce serait leur faire injure, monsieur. Les Corréziennes et les Corréziens ont une haute conception de ce qu'est la République. Ils ont une parfaite connaissance des mécanismes politiques de ce pays et leur histoire le montre. Ils ont su choisir des présidents successifs, de Henri Queuille jusqu'à François Hollande. Aujourd'hui, il s'agit d'élections législatives. Je ne pense pas qu'ils se situent dans cet axe d'opportunisme. Je trouve que ce serait vraiment ne pas les considérer à la hauteur de leurs enjeux et de leurs attentes surtout. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que cette circonscription, effectivement, elle a une histoire, elle est belle, il faut la porter encore plus haut et encore plus loin. Et la Corrèze n'est pas macroniste. Avec 17,9% des suffrages, est-ce que vous considérez avoir contenu la vague qui a déferlé à la fois sur le Limousin mais sur l'ensemble du pays ? Écoutez, je considère qu'être le seul candidat limousin à émerger au second tour, c'est déjà un exploit. Et le seul socialiste surtout. Et le seul socialiste, qui plus est sans aucune combinaison. Ou arrangement avec qui que ce soit. C'est-à-dire, je me suis présenté comme d'autres, et nous étions 12, avec toute la pluralité politique qui est celle de la Corrèze aussi. Donc maintenant, il s'agit pour moi de rassembler largement. Les jeux sont faits du point de vue des majorités qui se dessinent à l'Assemblée nationale demain. Est-ce qu'on veut cette Assemblée monocolore comme paralysée par une démocratie en marche, mais dont on ne saura pas où elle veut nous mener. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il sera temps maintenant de considérer la situation réelle de ce pays. Est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu déçu par votre score, Bernard Combe ? Je me tourne vers Christophe Géretti. Quand vous avez entendu Bernard Combe dire hold-up démocratique dimanche soir, opportunisme, affirmant que vous êtes un homme de droite, est-ce que votre engagement, pour vous, il relève de l'opportunisme ? Non, d'ailleurs, justement, si j'étais opportuniste, ça serait contradictoire avec les propos de Bernard Combe aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, je pense que les électeurs souhaitent qu'il y ait une majorité présidentielle forte, souhaitent que la Corrèze soit aussi bien représentée au niveau de l'Assemblée nationale. Plus, il y a une partie aussi qui souhaite qu'il y ait cette diversité. J'ai un corps électoral, effectivement, peut-être issu du centre-droit, ce qui permet aussi d'équilibrer les forces, puisqu'Emmanuel Macron n'a pas une assemblée monocolore, puisque nous sommes de divers horizons, de diverses personnalités, et ce qui nous permet justement d'avoir cette fameuse assemblée multi-étiquette ou multifusionnelle sur différents profils. Votre ligne de conduite dans cet entre-deux tours, on le voit, Bernard Combe est assez offensif. Vous êtes comme la majorité des candidats En Marche. Vous êtes dit humilité, humilité, humilité ? Ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours été plutôt modeste, sobre, plutôt dans une campagne d'ailleurs de terrain et effective auprès des entreprises et des salariés. Donc par définition, la campagne n'étant pas terminée, il faut garder une certaine humilité qui n'était pas toujours respectée par les candidats. Et aujourd'hui, l'objectif, il est d'atteindre cette législative avec la victoire et puis surtout donner les moyens à Emmanuel Macron, avec la Corrèze à l'intérieur de son assemblée et de sa majorité, pour gouverner. Vous parlez d'une candidature apartisane. Vous ne reniez pas votre passé, notamment lorsque vous avez fait partie du comité de soutien à Alain Juppé. Ce sont des choses que vous assumez aujourd'hui encore. J'ai toujours assumé ça. J'avais défini ma candidature à la municipalité de Naves apartisane parce qu'on avait créé une liste ouverte et par définition, je n'avais pas de carte politique, tout le monde le sait. J'ai soutenu Alain Juppé sur son projet, sur son expérience. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron aujourd'hui a repris quelques éléments, voire très importants sur son projet, ainsi qu'un Premier ministre issu aussi de sa tendance. Bernard Combe, je le disais, je citais vos propos dimanche soir. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine forme d'amertume de terminer deuxième, même si vous hissez au second tour, bien sûr, mais sans faire les 12,5% des suffrages requis normalement pour se qualifier? Oui, deuxième, c'est deuxième. Deuxième, c'est deuxième, absolument. Mais vous n'avez pas fait 12,5% des inscrits, ce qui est quand même un choc
pour tous les observateurs qui ont regardé avec attention cette première circonscription. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'amertume? Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment que le travail n'a pas été récompensé? Alors ça, on peut toujours se poser la question en politique du travail que l'on fournit et des résultats que l'on obtient. C'est vrai, quand on prépare un concours, quand on prépare un examen, qu'on travaille beaucoup, en général, on l'a, et puis on est content. En politique, c'est beaucoup plus compliqué, ça repose sur d'autres paramètres bien plus complexes, et je crois que l'amertume ne serait pas d'ailleurs au rendez-vous, parce que je considère aujourd'hui que ce résultat de 12,5% des inscrits non atteints, c'est aussi 46% de personnes qui ne se sont pas rendues d'abstention. Voilà, d'abstention. Donc déjà, rien que ce résultat-là, il est à montrer à cette aune. Et je pense que ces abstentionnistes du premier tour devront demain, le 18 juin, ce sera une sorte d'appel, à la démocratie, à la représentativité, à l'éclectisme, à la pluralité. C'est très important. Il ne s'agit pas de mon avenir personnel, député, pas député, ça n'a pas d'importance. Que veulent les Corréziens? Que souhaitent-ils? Qu'attendent-ils? Comment veulent-ils être représentés à l'Assemblée? C'est un département rural avec de forts atouts économiques, de l'agriculture, du tourisme. Il y a beaucoup de choses à faire. Je connais les dossiers, parce que je les ai parcourus pendant de longues années. J'ai une expérience. L'expérience, ça ne fait pas tout. Il faut être aussi en capacité d'aborder les problématiques de ce territoire comme elles se posent à chacun, à moi comme à d'autres. Un dernier mot sur dimanche. François Hollande aurait, paraît-il, passé beaucoup de coups de fil dimanche soir pour réconforter les candidats socialistes. Est-ce qu'il vous a appelé? Vous imaginez qu'il ne l'ait pas fait? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bien sûr qu'il l'a fait. Il m'a souhaité bon courage pour le second tour, bien évidemment. M'a félicité pour cette réussite, compte tenu du contexte, qui était celui que nous connaissions pour l'ensemble des socialistes. M'a remercié pour la fidélité et la force de mes convictions. Il m'a souhaité surtout bon courage, mais vous savez, c'est important la fidélité en politique. Ça donne un axe à son travail, ça donne un axe à sa volonté, ça permet de savoir où l'on va. Monsieur Géretti dit j'ai été apolitique. Je l'ai vu se présenter aux élections départementales sous l'étiquette LR il y a 2 ans, et il l'était. Et dans ce cadre-là, je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il vient de la droite. Il a d'ailleurs trombolisé la candidate LR, Madame Bézia. Donc à partir de là, on ne peut pas dire qu'on ne le retrouve pas, d'une certaine manière, sur l'échiquier, à un endroit où il se trouve. Christophe Géretti, craignez-vous de voir naître un tout sauf Géretti ou un tout sauf La République En Marche, comme cela semble être le cas du côté de Brive dans la 2e circonscription? Oui, a priori c'est le cas même sur la nôtre. Pour ma part, la politique, j'ai jamais été apolitique, a été nommé le nom à partisan, parce que je n'appartenais à aucun parti. D'ailleurs, c'est les journalistes qui m'ont présenté ainsi. Donc, on ne peut pas être apolitique quand on fait de la politique. Ça, c'est le premier point pour Bernard Combe, je lui rappelle. Le deuxième point, sur les cantonales, nous étions 2, Gilbert Roux et moi-même, qui n'avions pas de carte dans des partis. Et on était non pas sous la bannière LR, mais sous la bannière majorité présidentielle pour Pascal Coste, ce qui est quand même très différent. Donc, je revendique par contre ma position centre-droit, sans aucun souci. Pour le reste, effectivement, on peut s'apercevoir qu'au vu des annonces que ce soit le LR ou d'autres n'appellent pas à voter pour moi, mais en l'occurrence, c'est normal. Je suis en marche aujourd'hui et j'ai certains courants qui me rejoignent. Mais c'est un regret quand même qu'aucune autre force politique ne vous soutienne? C'est à eux de leur demander. Pour l'instant. Non, mais est-ce que vous regrettez leur position? Non, moi j'ai pas de regrets sur les positions. Chacun a ses positions. Moi j'ai les miennes. C'est pour ça que je suis assez serein, assez droit dans mes bottes sur ces éléments-là. J'ai toujours eu des positions très claires. J'ai toujours revendiqué mes positions depuis mon engagement en politique et encore plus désormais, puisque je suis tout à fait logique dans ma constance de mes propos, puisque un projet comme Emmanuel Macron est exactement ce que nous souhaitions faire depuis 3 ans. Bernard Combe, ni M. Vareille de la France Insoumise, avec ses 11%, ni M. Mouza du Parti communiste ne donnent de consigne de vote en votre faveur. Est-ce que vous appelez aujourd'hui leurs électeurs à se porter sur votre candidature? Et qui sait, peut-être aussi de ceux de Françoise Bézia avec ses 15%? Écoutez, je trouve que nous retrouvons avec M. Géretti dans la même situation. Personne finalement n'appelle à voter pour nous. C'est important parce que ça veut dire que c'est sur nos noms, sur notre action, sur notre crédibilité que les choses se feront. Moi, j'appelle simplement les électeurs et les électrices de cette circonscription à regarder la situation en face. 400, 420, 430, 440 députés En Marche. À quoi ça va servir d'en avoir une plus en Corrèze? Est-ce que c'est pour être, comme on l'a dit à un certain moment, sous la gouttière? Mais il n'y aura pas de gouttière. Ils seront
seront bien trop nombreux pour bénéficier de quoi que ce soit. Et moi, j'ai acquis, à travers l'action que j'ai menée comme conseiller à la présidence de la République, un réseau, mais pas un réseau d'amis, les rouages, les arcanes de l'État. Je suis capable d'aller chercher les projets, de les accompagner et de trouver sur ce territoire toutes les dynamiques que j'ai pu enclencher avec eux. Donc maintenant, les électeurs, les électrices de gauche, du centre et même de droite peuvent se poser la question de savoir où va-t-on avec une telle majorité, un tel écrasement de la démocratie. Puis on voit bien déjà les premiers couacs, on voit déjà François Bayrou qui appelle la presse pour dire faites ceci ou faites cela. On voit d'autres choses qui sont plus gênantes. Alors attention quand même, une démocratie, ça a un prix. Christophe Giretti, comment rassurer ceux qui s'inquiètent devant leur téléviseur ce soir d'une hégémonie de la République En Marche au Parlement ? Non, c'est quelque chose de nouveau peut-être. Par contre, la pluralité des personnes qui vont être représentées, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est issu du centre droit, du centre gauche, de la diversité de la population. C'est ça la richesse d'une Assemblée nationale. C'est pas obligatoirement être d'un parti de droite ou de gauche. C'est la représentativité. Et je pense qu'on est 400 élus ou 350 ou 300. On a cette représentativité au sein du mouvement. Et ce que veulent les Français, c'est justement ça. C'est un mouvement qui marche. Désolé pour le terme, mais c'est exact sur ce point-là, et un mouvement qui avance, puisque l'immobilisme, on l'a eu pendant longtemps, on l'a eu sur différents points, et aujourd'hui, il faut faire progresser cette société, faire progresser la nation, et bien évidemment l'Europe par derrière. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque de passage en force du gouvernement qui, de toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord en tant que député, même s'il y a des frondeurs dans la République En Marche, eh bien, trouvera toujours une majorité sur des thèmes sensibles qui inquiètent les Français. Je pense au Code du travail, à la fiscalité, la hausse de la CSG, la réforme des retraites. Si Christophe Giretti à l'Assemblée dit « je ne suis pas d'accord », il y en aura 439 autres qui seront peut-être d'accord. Je crois que ça a toujours été la problématique ou le sujet qui est à l'Assemblée nationale. Après, on a quand même un projet, on connaît les grandes lignes de ce projet-là, on est capable de le défendre et de l'amender s'il est nécessaire. Donc par définition, je pense qu'on sera aussi entendu parce qu'on ne partira pas chacun de notre côté. Et c'est l'objectif aussi. Il y a une certaine unité dans ce rassemblement. Une question à tous les deux sur le travail à l'Assemblée nationale. Si vous êtes élus, de quelle commission souhaiteriez-vous faire partie ? Celle d'Alain Ballet, votre prédécesseur ? D'ailleurs, il était dans quelle commission, Alain Ballet ? Commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales. L'IVG. Christophe Giretti, quelle commission ? Je l'ai déjà demandé, ou on me l'a plutôt demandé. Ouais. Moi, c'est l'économie et l'éducation. Ce sont mes deux principales causes, ou plutôt objectifs de travail pendant ma mandature. Alors, le mandat, il va commencer dès le mercredi 27 juin, pour celui qui sera élu dimanche. Le Premier ministre Édouard Philippe a dit son inquiétude sur la capacité de la France à respecter l'engagement des 3% de déficit. Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire des économies. 60 milliards sont déjà prévus dans le programme d'Emmanuel Macron. 120 000 postes de fonctionnaires vont disparaître, 70 000 dans les collectivités locales. Comment est-ce qu'on va lutter contre les fermetures de classes, la désertification médicale en supprimant des fonctionnaires ? Vous comprenez ma question ? Comment allez-vous expliquer à vos électeurs, aux citoyens, si vous êtes élus, qu'il va falloir se serrer la ceinture ? Je crois que c'est déjà le cas. Ça, on n'a pas besoin de l'expliquer. Tout le monde l'a bien compris, que nous ne devons pas dépasser la dette actuelle, que ce soit à l'époque les anciens partis qui l'évoquaient, que ce soit le Parti socialiste, que ce soit le LR. Donc par définition, il faut qu'on conserve cette logique-là. Nous ne devons pas dépasser les 3%. Il faut faire des mesures, non pas drastiques, mais des mesures peut-être plus mesurées, plus spécifiques. Et puis on sait que certains éléments vont être plutôt bloqués. La sécurité, la santé, l'éducation, pour lesquels les fonctionnaires ne seront pas touchés. Donc ça sera des réajustements qui sont dus surtout à la modernisation de notre travail et à la modernisation de l'administration. Et on sait tous que ces éléments-là, puisqu'on le fait dans nos collectivités, commencent à porter ses fruits. Il y a des collectivités, dans le Limousin, je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de polémique, qui ont largement contribué à ces évolutions-là et qui ont permis, en réduisant son nombre de fonctionnaires, d'avoir une nouvelle opérationnalité dans leur service. Un exemple ? Non, parce que je ne veux pas faire de polémique. Après, je pense que oui, votre parole est libre. La commune de Naves fait ces éléments-là. Je pense qu'il y a d'autres communes qui travaillent là-dessus en mutualisant avec les agglomérations. Donc la commune de Naves, c'est le modèle. Bernard Combe, vous avez déclaré les acquis sociaux du quinquennat Hollande sont menacés. Lesquels et pourquoi ? On le voit bien aujourd'hui avec le surgel de 4 milliards d'euros d'économies qui sont engagés et prêts à être déclenchés dès le 19 juin. On voit bien où va se situer l'axe d'économie.
tout va être concerné et tout va être mis en difficulté. Parce que dans ce pays... Ça veut dire que ce sera pire que la loi travail ou la loi El Khomri, Je ne sais pas si ce sera pire. faite par le gouvernement, et de toute dont façon, vous souteniez le chef de l'État. Ce qui est annoncé par le Premier ministre LR, Édouard Philippe, est catastrophique du point de vue de la gestion du modèle social. On est en train de considérer que tout va peser sur le salarié, qu'il va bientôt ne devoir partir qu'à tout moment quand on en aura décidé dans l'entreprise. Il y a des fondamentaux sociaux dans ce pays. Moi, je pense que Qu'est-ce qu'il faut préserver absolument, selon vous ? Il faut absolument préserver les acquis sociaux qui l'ont été pendant le quinquennat Hollande. Je rappelle quand même 60 000 enseignants recrutés et formés quand cela avait été supprimé. D'ailleurs, l'actuel ministre de l'Éducation était celui, sous Sarkozy, en tant que directeur général de l'enseignement scolaire, qui a supprimé ces 60 000 postes et la formation des maîtres. Comment peut-on parler d'éducation quand on veut déjà supprimer des postes ? Ensuite, ce que je dis aussi, c'est qu'à un moment donné, sur le modèle social, il faut quand même le défendre. Alors on me dit, la loi El Khomri, vous avez finalement ouvert la porte et ils n'ont plus qu'à s'engouffrer. Mais vous la traînez comme un boulet. Je la traîne comme un boulet. Est-ce qu'il y a un seul salarié qui a, depuis la loi El Khomri, eu vraiment à regretter ou à comprendre que la situation qui lui avait été faite était mauvaise ? Est-ce que, tout simplement, on n'a pas pu considérer que le système professionnel que nous mettions en place avec les sécurités, avec les pénibilités, n'était pas un progrès ? Il faut faire évoluer tout ça. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas antagoniser nos positions sur la question du travail. Mais la peur est là. La peur est là parce que tout simplement, on sent bien venir le danger d'une dérégulation de l'action sociale. Vous dites non, Christophe Giretti ? Non. Pourquoi ? Bon, après, la position de Bernard Combe est aléatoire selon les débats ou selon les positions Non, sur la loi El Khomri. Un coup, on la défend, un coup, on la défend pas. Un coup, on est macronien, un coup, on l'est pas. Donc là, on est comme d'habitude avec Bernard. On n'arrive pas à se retrouver sur son positionnement. C'est le cas aujourd'hui encore sur cette loi-là. Non, moi, je ne suis absolument pas d'accord. La loi travail, on doit aboutir justement ce qui n'a pas été abouti. La modernisation de la discussion justement au sein des entreprises, ça fait partie des éléments qui vont déjà être discutés la semaine prochaine. La loi El Khomri a été, comme vous le savez, votée, enfin plutôt imposée, sans vraie concertation. Aujourd'hui, elle est mise en œuvre selon la loi actuelle par le Premier ministre. Donc je pense qu'il y a une grosse différence, même s'il faut aller vite. Et la nécessité d'aller vite, elle est obligatoire pour nos entreprises et nos salariés. Ça justifie les ordonnances, selon vous ? Oui. Oui, je suis clair. Oui, vous préparez une contestation, parce que quand on voit ce qui s'est passé pendant plusieurs mois contre la loi El Khomri, est-ce que vous redoutez la contestation dans la rue, clairement, dès cet été ? La loi El Khomri a eu une façon d'être travaillée ou d'être mise en œuvre. La loi travail, dont on verra le nom, en aura une autre. D'ailleurs, les syndicats sont déjà très, très, très méfiants. Les syndicats sont méfiants, mais il y a justement 48 réunions de prévues. On sait déjà les thématiques qui vont être abordées. Donc il y a vraiment un dialogue social qui va être mis en œuvre. Et les syndicats, qu'ils soient patronaux ou les syndicats salariés, doivent aussi comprendre que l'évolution de notre société passera par l'évolution de notre modèle économique et notre modèle de travail. Et ça n'empêche pas qu'il y aura un protectionnisme. Et quand on dit que les salariés vont encore pâtir, aujourd'hui la baisse des charges qui est proposée par Emmanuel Macron sur les salaires va permettre justement une plus-value au niveau de leur salaire. Donc ça, c'est quand même une mesure importante. Christophe Giretti, une question quand même d'actualité. Bernard Combe l'évoquait tout à l'heure. Une vingtaine de sociétés de journalistes s'inquiètent du rapport du nouveau pouvoir avec la liberté de la presse. Le choix des journalistes pour les déplacements présidentiels, le coup de fil de François Bayrou, garde des Sceaux à la rédaction de Radio France, la plainte déposée par la ministre du Travail après la publication de documents par Libération. En tant que député, si vous êtes élu, serez-vous le garant de la liberté de la presse ? Oui, je serai le garant de la liberté de la presse. Il me semble qu'à chaque fois qu'on m'invite, je viens. Donc par définition, je serai le garant de la presse. Et puis, chacun est libre de faire ce qu'il veut au niveau des garde des Sceaux qui appelle des journalistes qui mènent une enquête sur un parti qu'il a dirigé. Est-ce qu'en tant que citoyen, mais aussi en tant que candidat, ça vous choque ? Personnellement, donc je vais l'employer le terme, personnellement, je n'aurais pas appelé. Chacun est libre de faire les enquêtes qu'il veut sur les personnes. Étant donné que pour ma personne, je pense, à preuve du contraire, m'avoir rien à me reprocher. Donc je laisserai libre cours aux journalistes de travailler sur ma personne. Voilà qui est dit. Bernard Combe, votre avenir en cas de défaite ? Le mien, personnel ? Oui. Ça n'a aucune Vous resterez maire de Tulle ? Écoutez, je crois que la démocratie fixe la durée des mandats et la moralisation de la vie politique n'a pas prévu qu'on les ampute. Donc, a priori, je serai maire au moins jusqu'en 2020, conseiller départemental jusqu'en 2021, vice-président de Tulle Agglo. Et puis, si je suis député, ce qui est fort possible,
effectivement, si on veut bien considérer la situation d'aujourd'hui, à l'aune de tout ce qui s'est passé cette semaine et depuis que le gouvernement est là, j'abandonnerai tous mes mandats pour me consacrer à la représentation nationale. Vous resterez au Parti socialiste ? Je compte y rester parce que vous savez, à un moment donné, il faut quand même savoir d'où on vient, qui nous a construit, quelles sont nos valeurs, avoir des convictions, avoir une colonne vertébrale. Je le dis parce que finalement, si tout le monde peut se permettre d'aller partout et de trouver finalement ici dans ce nid-là ou dans celui-ci tout ce qui lui convient au détriment de ses idées, de ce qui fait finalement la valeur d'un homme ou de son engagement, je crois qu'à un moment donné, oui, je resterai au Parti socialiste, mais il faudra, et je le reconnais bien volontiers, qu'il se réforme en profondeur. Merci, ce sera le mot de la fin. C'est la fin de ce premier débat. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de France 3 Limousin et d'être venus débattre ce soir. Rendez-vous dimanche pour le second tour sur cette première circonscription de la Corrèze, celle de Tulle-Ussel. C'est le moment de passer à notre deuxième débat. J'invite à venir s'installer les deux candidats en lice sur la troisième circonscription de la Haute-Vienne. Face à face, Marie-Ange Magne, candidate La République En Marche, arrivée en tête au premier tour avec 37,6% des voix, et Guillaume Guérin, candidat du parti Les Républicains, arrivé en seconde position avec 16,7% des suffrages. Bonsoir à tous les deux, installez-vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre point commun pour commencer, vous avez 30 ans tous les deux. Pour le... Pardon ? 29. Pas Bon, encore. la trentaine bientôt. Ça, s'il vous plaît. Pour le reste, l'opposition est nette. L'un est à droite, l'autre vient de la gauche. L'un est expérimenté, chef des Républicains de la Haute-Vienne, premier adjoint à la mairie de Limoges, conseiller régional. Et l'autre est novice en politique, un profil qui a largement séduit les électeurs au premier tour. Marie-Ange Magne, je me tourne vers vous. Vous avez été surprise d'avoir l'investiture, surprise dimanche soir d'avoir fait le meilleur score des candidats En Marche dans le département. Ne craignez-vous pas de donner un peu l'image d'être au second tour malgré vous ? Et que dites-vous à ceux qui vous regardent et qui pourraient penser cela de votre candidature ? Non, c'est normal d'être surprise. C'est vrai que c'est une situation qui est assez historique, assez nouvelle. Mais quand on se lance dans la course, c'est Oui. pour gagner. Bien sûr, je suis heureuse de cette surprise. Je pense que c'est bien qu'il y ait des surprises en politique encore aujourd'hui. Donc je suis ravie de ce résultat. Après, je garde la tête sur les épaules. C'est pas joué. J'attends de voir le résultat définitif dimanche. Mais c'est une belle surprise. Guillaume Guérin, lundi soir, dans un reportage diffusé sur notre antenne, vous avez déclaré dans un sourire, je cite, « En Marche, peu importe qui vous mettez, ça gagne. Je crois que vous mettriez une poignée de porte, ça gagnerait pareil. » On est dans l'entre-deux tours, mais est-ce que vous regrettez ces propos ? Ces propos qui sont sortis d'un contexte, 40 minutes... Non, c'était pas de contexte, c'était une interview, vous l'avez dit. Avec un de vos journalistes qui s'appelle M. Mallet, pour qui j'ai beaucoup de sympathie et même d'amitié. Ce que je veux vous dire là, c'est que je rejoins les propos du politologue Christian Moulinard qui dit que c'est un vote éminemment politique. Aujourd'hui, j'allais dire, quel que soit le candidat ou la candidate qui porte l'étiquette d'Emmanuel Macron, ça a tendance à faire des très gros scores au premier tour, se situe entre 30 voire 45% des voix, voire plus parfois même sur certaines circonscriptions du Sud-Ouest. Il y a même des élus au premier tour. Certains sont élus au premier tour. Et donc, par conséquent, oui, je ne crois pas que les électeurs aient voté pour telle individualité ou telle individualité. Ils ont voté pour donner une majorité au président de la République. Et d'ailleurs, vous savez, la campagne des candidats d'En Marche me rappelle vaguement, dans un autre registre, mais quand même sur la forme, la campagne des candidats du Front National, qui mettaient la tête de Marine Le Pen à côté de leur tête et faisaient campagne sur le leader national. Et aujourd'hui, le leader national, c'est Emmanuel Macron. Donc, on demande de donner une majorité au président. Marie-Ange Magne, une réponse. Sur cette accusation, un certain battu parle de clone concernant le profil des candidats En Marche. Est-ce que vous ne ressentez pas un peu de mépris, finalement ? C'est justement ce que j'allais dire des propos de M. Guérin. Oui, parler de poignée de porte. Je ne comprends pas le propos, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est méprisant et... On est des êtres humains comme vous. Nous, on fait de la politique. On n'est pas là pour jouer la polémique. On est là pour faire de la politique. Donc, je pense que nos concitoyens en ont assez de cette manière de faire de la politique. Justement, moi, j'ai été attaquée dès le début de cette campagne. Je débute en politique, même si j'ai déjà fait de la politique il y a 3 ans. J'ai été attaquée tout le long de cette campagne. Pourquoi ? Parce que vous êtes une femme ? Parce que vous êtes débutante ? Parce que je suis une femme, parce que je suis jeune, parce que je ne suis pas une professionnelle de la politique. L'attaque violente à votre endroit n'est pas de moi, mais du Parti Socialiste. Je ne parle pas de vous. Donc je ne vous ai jamais attaqué personnellement, et d'ailleurs la poignée de porte, si le terme est maladroit, ne visait aucunement la candidate de ma circonscription en tant que telle. Non, mais c'était les candidats En Marche dans leur ensemble. Pas dans leur ensemble, parce que vous savez, j'ai
regardé avec beaucoup d'intérêt les investitures En Marche faites par Jean-Paul Delevoye. Si vous regardez sur les 400 et quelques candidats qui portent une investiture En Marche, un certain nombre, 150 d'entre eux environ, ne respectent absolument pas ni les critères de rajeunissement, ni les critères de renouvellement. Ce sont des gens qui sont très largement seniors, au-delà de 60 ans, qui ont souvent des parcours politiques excessivement longs. Et donc, pour tenir une question d'affichage, Jean-Paul Delevoye, sous consigne très probablement du président de la République Emmanuel Macron, a choisi des profils beaucoup plus jeunes et beaucoup plus féminisés. Mais très honnêtement, c'est pas faire offense aux candidats de la République En Marche que de leur dire que ce n'est pas eux qui ont recueilli leurs suffrages. C'est Emmanuel Macron qui a recueilli les suffrages. C'est un fait. Juste pour répondre, moi ce que je voulais dire sur la Commission nationale d'investiture, d'abord elle est neutre. Et deuxièmement, elle est censée représenter, les candidats En Marche représentent la population. Forcément, ils ne vont pas prendre que des jeunes et que des femmes. Ils ont pris des femmes, ils ont pris des hommes, ils ont pris des jeunes, ils ont pris des moins jeunes. Ils ont remarqué que les CSP+, les personnes travaillant en entreprise, assez aisées, étaient quand même surreprésentées parmi les candidats En Marche. Vous êtes chargé de mission. Il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui ne savent pas ce qu'est un chargé de mission. Alors je vais vous le dire. Chargé de mission, moi je travaille à la mairie de Saint-Laurent-sur-Gorge, je suis en CDD. J'étais avant à la mairie de Saint-Laurent-sur-Gorge à la comptabilité. J'ai un bac +5, effectivement. Après, je ne fais pas partie des plus aisés, je tiens à vous le dire. Je suis en CDD, mon contrat s'arrête au mois de juillet. Pour clore ce chapitre quand même, est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit dur, le combat politique ? Il est brutal parfois, il est sans pitié. Oui. Le rapport aux médias, le rapport aux électeurs. Je l'évoquais quand il va falloir défendre certaines mesures impopulaires. Parfois, vous allez certainement rentrer dans votre circonscription et rencontrer des électeurs très mécontents. Est-ce que vous vous préparez à cela ? Oui. Alors moi, vous savez, je viens de la sociologie. Je suis sociologue de formation et Pierre Bourdieu disait la sociologie est un sport de combat. Je pense que la politique aussi, c'est assez impressionnant au premier abord. Après, moi, c'est ma volonté de défendre mon territoire à l'Assemblée nationale. Je saurais aussi faire preuve d'empathie vis-à-vis de mes concitoyens. Je voudrais rassurer aussi vis-à-vis de l'abstention assez forte qu'il y a eu pour ces élections. Et vis-à-vis des électeurs de gauche, moi j'ai une sensibilité de centre-gauche et je saurais faire preuve de dialogue social et défendre aussi leurs intérêts à l'Assemblée. Guillaume Guérin, quel intérêt pour un électeur de cette circonscription de voter pour vous ? Le pouvoir et la dynamique sont chez En Marche aujourd'hui et le choix des électeurs au premier tour a été clair. Mais je vous retourne la question. Quel intérêt d'envoyer un énième député macroniste à l'Assemblée nationale ? L'esprit de la 5e, c'est de donner une majorité au président de la République élu. C'est fait. Emmanuel Macron aura une majorité, quel scoop. Et donc envoyer un 487e, 488e, 489e député, qu'est-ce que ça va changer pour la Haute-Vienne ? Parce que très honnêtement, je m'interroge sur la disparition de voix qui portent à l'Assemblée nationale. Depuis que les élections existent, tous les députés qui se présentent aux élections disent qu'il faut être dans le camp du pouvoir, parce qu'on aura l'oreille des ministres, parce qu'on saura faire venir les entreprises, obtenir les financements. À quoi servirez-vous ? Je peux vous répondre ? Oui. Bon. Honnêtement, quel est le pouvoir d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Ce gouvernement n'est ni de gauche, ni de gauche. Le Premier ministre est Édouard Philippe. Il vient des Républicains. Le ministre de l'économie et des finances est Bruno Le Maire. Vous savez, le même Bruno Le Maire qui est venu soutenir Émile Roger-Lamberty et moi-même lorsque l'on était candidat à l'époque face à Mme Magne qui était sur la liste de M. Rodet. Et qui a en charge le dossier GMS Industrie dont certains salariés sont sur votre circonscription. Qui n'est pas sur notre circonscription. Puisque non, mais dont certains salariés habitent sur votre circonscription. Certains salariés habitent sur notre circonscription, tout à fait. Et donc, par conséquent, demain matin, quelle est la capacité d'un énième député Macron qui ne connaît aucun de ces ministres-là pour agir sur le territoire ? Le gouvernement actuel n'est ni de gauche, je le répète. Et donc, par conséquent, demain, dans une majorité pléthorique, ce qu'il va falloir faire, c'est être capable de se faire entendre, et pour ça, d'avoir une voix qui porte. Et je ne suis pas sûr, et ce n'est pas faire offense à la candidate qui est présente sur ce plateau ou aux autres candidats, quelle est aujourd'hui leur capacité d'action et quelle est leur capacité à se faire entendre, alors qu'ils n'ont aucun mandat locaux, qu'ils n'ont aucune présence dans les exécutifs et qu'ils débarquent dans une Assemblée nationale où eux-mêmes, pour certains, disent « nous avons 5 ans pour apprendre ». Je ne suis pas persuadé que les territoires aient le luxe
de pouvoir se payer un député qui a 5 ans d'apprentissage. Un député, vous parlez beaucoup. Oui, Marie-Ange. Moi, je pense que M. Guérin reste enfermé dans cette logique de parti et ne comprend pas en fait le mouvement En Marche qui vise à rassembler autour de lui, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, le centre, la société civile. Moi, je ne comprends pas cette position. C'est pas parce que le Premier ministre est issu des Républicains qu'il ne viendra pas, qu'il ne sera pas à l'écoute des députés d'En Marche. Est-ce qu'un député ne doit pas finalement transcender les clivages, Bien sûr que parler si. à tous ses électeurs, à parler à tout le monde et pas juste, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, servir ses copains? Le sens de mon propos, c'est qu'il y a 577 députés à l'Assemblée. Croyez-moi, j'ai servi certains députés. Je sais parfaitement comment ça se passe. Vous avez des députés qui pèsent et des députés qui ne pèsent pas. Et plus vous êtes dans une majorité pléthorique, plus le nombre de députés qui pèsent a tendance à être restreint. Notamment sur les questions que vous pouvez poser au gouvernement lors de la séance du mardi ou du mercredi. Et donc, par conséquent, il faut aujourd'hui des hommes et des femmes élus, quel que soit leur bord politique, parce qu'encore une fois, ce gouvernement est totalement hétéroclite, qui auront des capacités à se mouvoir et à exister à l'Assemblée nationale. Et je ne vous cache pas, c'est très, très trivial, hein. Quand vous connaissez un ministre, c'est plus facile d'aboutir sur un dossier que quand vous connaissez la secrétaire du directeur de cabinet du ministre. Je suis désolé. Un député doit bien connaître son territoire, c'est votre credo. Combien d'habitants sur cette circonscription? 112 000. Oui, 110 000, quelque chose comme ça. 118 000, c'est le chiffre officiel. À 6-7 000 près, vous n'êtes pas Tout tombé... dépend si vous comptez les Britanniques ou pas. Vous n'êtes pas tombé bien loin. Marie-Ange Magne, le président Macron a passé 2 jours en Haute-Vienne avant le premier tour. Temps fort, les commémorations du massacre d'Oradour-sur-Glane. L'avez-vous rencontré à cette occasion? Non, je n'ai pas rencontré le président de la République. C'est le président de tous les Français. Il n'a pas à prendre position lors de cette campagne électorale. Est-ce que c'était une consigne de l'Élysée aux candidats de leur dire soyez discrets, pas de récupération de la visite du président de la République? Absolument pas. On n'a eu aucune consigne de l'Élysée. Nous nous sommes concertés entre candidats et nous avons fait ce choix de rester discrets, de ne pas faire de récupération politique d'un tel événement. Est-ce que vous considérez que ça a été un atout pour vous, la venue d'Emmanuel Macron et son retentissement à Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne? Sans doute que ça a été un atout. Il est venu sur le territoire de la 3e circonscription défendre la ruralité. Je pense que c'est important que le président se positionne sur notre circonscription et vienne en personne en parler. Oui, je pense que ça a été un atout, que ça a été plutôt positif pour ma campagne, même si je n'ai pas pris part à sa visite. Guillaume Guérin, on entend beaucoup de candidats dire qu'ils sont contre les candidats En Marche, mais qu'ils souhaitent la réussite de ce quinquennat. Comment vous vous situez par rapport à cela, vous? Non, mais vous savez, je crois qu'Emmanuel Macron a gagné parce que les Français rejetaient les partis de gouvernement et les alternances successives, gauche-droite, droite-gauche, où finalement le peuple de France avait le sentiment que rien ne se passait, que rien ne changeait. Emmanuel Macron a bénéficié d'un rejet sans précédent du président de la République sortant, François Hollande, qui quelque part a fait le contraire de ce qu'il avait promis en 2012 pendant son mandat, et il a bénéficié d'une campagne politique à droite à qui la victoire était promise, qui a été totalement chaotique, et donc un alignement des planètes absolument considérable. Maintenant, moi j'attire l'attention sur un point très précis, ne pas confondre Emmanuel Macron avec les 400 et quelques candidats de son étiquette politique aujourd'hui, parce que, excusez-moi, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas non plus la même capacité d'action et ni la même intelligence politique. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, on peut souhaiter la réussite de ce gouvernement, on peut souhaiter la réussite du président de la République, sans forcément dire il faut 485 ou 490 députés Macron qui appuieront sur rouge quand on dira d'appuyer sur rouge ou qui appuieront sur vert quand on dira d'appuyer sur vert. Je vais revenir sur les déclarations d'Édouard Philippe, invité de France Info hier matin, qui a redit son inquiétude sur la capacité de la France à respecter l'engagement de 3% des déficits publics, les 60 milliards d'économies déjà dans le programme, les 120 000 postes de fonctionnaires qui vont disparaître, 70 000 dans les collectivités locales. Comment allez-vous expliquer aux électeurs qu'ils vont devoir se serrer la ceinture? Et surtout, comment on fait pour maintenir des services publics sur une circonscription qui a déjà ce sentiment de relégation, alors qu'il va bien falloir trouver quelque part ces fonctionnaires qui ne seront pas renouvelés? Je pense que nos concitoyens qui ont voté pour élire Emmanuel Macron comme président de la République sont conscients qu'il va falloir réduire le déficit, qu'il va falloir faire des efforts. Mais est-ce qu'ils en mesurent les conséquences?
Bien sûr, selon vous? Oui, je pense que les électeurs sont suffisamment intelligents pour en mesurer les conséquences. C'est vrai que c'est pas... Moi, je travaille dans la fonction publique territoriale, je suis touchée par les suppressions de postes. Moi, j'ai 29 ans, quand j'ai cherché du travail ici, je souhaitais rester sur ce territoire. Moi, je me suis heurtée aussi aux difficultés d'emploi, donc je sais que ça va être difficile. En même temps, ce que souhaite porter ce projet, c'est créer des emplois, c'est donner l'envie d'entreprendre. C'est ça aussi qu'il va falloir mettre en place et qu'il va falloir expliquer à nos concitoyens. Il va falloir aussi leur donner leur place dans les choix que nous allons faire, qu'ils puissent eux aussi avoir des idées, les proposer. Donner envie d'entreprendre, quand on vit à Château-Ponsac, donner envie de créer son entreprise, est-ce que là, il n'y a pas on n'est pas un peu dans le registre de la pensée magique? Concrètement, ça fait des années qu'on essaie d'obtenir 2 fois 2 voies pour la RN 147 et que ça n'avance pas, alors que là, il y a la puissance publique derrière. Comment expliquer à une personne qui est au chômage que dans le nord de la Haute-Vienne, on peut créer son entreprise, se connecter au monde? Est-ce que ça vous paraît en phase avec les attentes des électeurs? Justement, il va falloir développer le très haut débit et pour ça mettre la pression sur les opérateurs. C'est ce qui est prévu. D'ici 5 ans, ce sera fait. Pour ce qui est de la RN 147, bien sûr que pour créer des emplois, notamment au nord de la circonscription, du côté de Bellac, il va falloir développer la RN 147 et la mettre enfin en 2 fois 2 voies. Là aussi, moi, je la connais en ayant travaillé à Bellac et il faut absolument travailler sur ce dossier. Ça fait trop longtemps qu'il traîne. Et là encore, le président de la République le sait, ce sera la priorité. En tout cas, moi, si je suis élu député, ce sera ma priorité pour les 5 ans. Guillaume Guérin, comment critiquer le programme d'Édouard Philippe, les économies, les suppressions de postes de fonctionnaires, dans un contexte de besoin d'investissement sur les territoires, alors que le programme de votre candidat à la présidentielle était encore pire, encore plus dur? Le programme de notre candidat à la présidentielle, j'y souscrivais pas sur tous les plans. Loin de là. Vous savez, aujourd'hui on parle de suppression d'emplois à venir. Encore faut-il prendre en considération qu'on en a déjà supprimé beaucoup. Vous savez, la perte de statut de capitale régionale pour Limoges sous le gouvernement socialiste précédent a été une catastrophe. Un véritable assassinat politique pour le territoire, avec des pertes de plusieurs centaines d'emplois publics liés aux différentes directions régionales, que ce soit la DRAC, la DREAL, la DRAF, le conseil régional, et donc un impact sur le territoire tant sur le plan fiscal pour nous dans la ville de Limoges, qu'un impact sur le plan du pouvoir d'achat des Limougeaux et donc plus largement des résidents de la Haute-Vienne. Donc vous parlez aujourd'hui de suppression d'emplois dans la fonction publique telle qu'elle est voulue aujourd'hui par le président Macron ou qu'elle était voulue par le candidat Fillon. Très honnêtement, ça fait 35 ans que l'État français vit au-dessus de ses moyens. Donc bien évidemment qu'il y a des endroits sur lesquels il faut faire des économies budgétaires et sur lesquels il faut réduire des postes de fonctionnaires, mais pas n'importe où, pas à n'importe quel prix. Vous avez aujourd'hui de l'emploi public dans la fonction publique hospitalière qui doit être maintenu, qui doit même être développé. Vous avez des postes qui doivent se développer dans l'armée, dans la gendarmerie, parce qu'il y a des besoins primaires de la population qui méritent d'être aujourd'hui satisfaits. Et donc par conséquent, je crois qu'il faut bien analyser les situations au cas par cas et regarder là où l'on supprime des postes. Mais moi je ne critique pas l'action du Premier ministre Édouard Philippe sur ce sujet. Je dis simplement attention à l'endroit où on va effectuer ces coupes sombres. Et puis vous savez, pour le territoire, la première des choses, si on veut créer de l'emploi dans l'avenir, qu'il s'agisse d'emplois privés ou d'emplois parapublics, il faut du désenclavement. Il faut absolument faire en sorte que la RN 147 soit la priorité du mandat du futur parlementaire. Et très honnêtement, j'en reviens à la question fondamentale de départ. Quelle est la personnalité la mieux placée entre celle de mon adversaire et moi-même sur cette circonscription pour les 5 prochaines années pour aller tirer la manche du ministre des Transports? J'ai une petite idée sur le sujet. La mieux placée au second tour, en tout cas, c'est Marie-Ange Magne. Elle a 10 000 fois d'avance sur vous. Est-ce que vous lancez un appel ce soir aux électeurs qui n'ont pas voté pour vous et aux abstentionnistes pour qu'ils se mobilisent? Je lance aucun appel. J'invite simplement les électeurs, quelle que soit leur tendance politique, à se mobiliser en vue de ce second tour. Parce que très honnêtement, dans une terre aussi civique que celle qu'est la Haute-Vienne, 50%, un tout petit peu plus de 50% de participation au premier tour de cette élection législative, ça ne nous ressemble pas. Donc j'invite à un sursaut démocratique. Je n'appelle aucune formation politique à donner des consignes de vote en ma faveur, parce que moi-même, je n'en donne pas. Ça ne vous a pas échappé. Pendant l'entre-deux tours, je n'ai pas appelé à aller voter pour Emmanuel Macron, parce que je considère que les consignes politiques sont complètement contre-productives et que les électeurs sont majeurs et suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils ont à faire. Marie-Ange Magne, la candidate PS Catherine Beaubati, battue, qui n'appelle pas à voter pour vous. L'UDI qui ne vous soutient pas. Vous aussi, vous êtes victime du tout sauf En Marche?
Oui, je ne sais pas. Je pense qu'on a passé cette mode d'appeler à voter pour un tel ou un tel. Je pense que les électeurs sont assez intelligents pour choisir par eux-mêmes. Il y a une tendance à voter pour la majorité présidentielle et je pense que c'est important pour que notre territoire soit représenté à l'Assemblée nationale et ait accès au ministère, que le député qui soit choisi dimanche soit membre de cette majorité présidentielle. Un dernier mot, si vous êtes élu, quel député serez-vous? Est-ce que vous allez ouvrir une permanence à l'ancienne? Est-ce que vous serez présente lors des commémorations, des inaugurations? Est-ce que vous vous serrerez les mains sur les marchés? Est-ce que vous couperez les rubans? Ou est-ce que c'est totalement has-been et vous allez ouvrir une page Facebook sur laquelle les électeurs pourront vous laisser des messages? Alors c'est déjà le cas. C'est vrai que moi j'ai déjà ma page Facebook et mon site internet où j'ai déjà beaucoup de monde qui m'écrit. Donc il vous reste à ouvrir une permanence, le ferez-vous? Bien sûr qu'il faut ouvrir une permanence pour être au contact et pour être disponible aussi pour la population. Moi, j'espère être une députée, je souhaite et je serai une députée de terrain, une députée de proximité. Je serai présente, bien sûr, à l'Assemblée nationale, mais je me consacrerai à 100% à mon mandat. Et donc, je serai présente sur le territoire et je serai disponible pour la population et pour les élus. Vous êtes en train de chercher une adresse pour votre future permanence? Oui. Où ça? Je ne vous le dirai pas. C'est secret. Eh bien, merci en tout cas. C'est la fin de ce deuxième débat. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir sur le plateau de France 3 ce soir. Rendez-vous dimanche pour le second tour sur cette troisième circonscription de la Haute-Vienne. Je vous invite à céder vos places. On va passer à notre troisième débat. J'invite maintenant à s'installer les deux candidats en lice sur la circonscription de la Creuse. Face à face, Jean-Baptiste Moreau, candidat La République En Marche, arrivé en tête au premier tour avec 33,2% des voix. Et Jérémy Sauty, candidat du Parti Les Républicains, arrivé en seconde position avec 17,7% des suffrages. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Baptiste Moreau, hier, les salariés de GMS Industrie à la Souterraine ont décidé de renouveler le blocage de leur entreprise. Rien ne semble réglé sur ce dossier. Est-il en train de s'enliser alors que Bruno Le Maire s'en est emparé et que le chef de l'État s'est lui-même impliqué? Oui, tout à fait. Le chef de l'État que j'ai pu accompagner la semaine dernière à Château-Ponsac et avec lequel on a un petit déjeuner sur une exploitation agricole, et à ce moment-là, on a discuté de GMS. Effectivement, on s'en occupe au plus haut niveau de l'État, mais on sait bien que dans le monde des affaires, ces choses-là sont très compliquées. Le problème GMS, il n'est pas d'hier ni d'avant-hier, il date d'il y a très longtemps. On a eu des repreneurs qui se sont servis, on va dire, dans la caisse et qui n'ont pas respecté ni l'entreprise ni les salariés. Les salariés mènent un combat qui est très digne. Au plus haut niveau de l'État, on essaye de trouver des solutions. Il y a un repreneur, un seul pour le moment, avec lequel l'État, que ce soit au niveau de Bercy, de Matignon ou de l'Élysée, essaye de négocier. Il s'appelle GMD. Il a posé un certain nombre de conditions à la reprise du site. Donc Bercy aujourd'hui essaye de satisfaire ces conditions dans le but d'une reprise maximum de salariés, d'un nombre maximum de salariés sur le site. Jérémy Sauty, quand vous entendez devant la sous-préfecture de Bellac Emmanuel Macron dire à une salariée « Je ne suis pas le Père Noël », est-ce que vous vous dites que c'est le retour de l'impuissance économique de la force publique? Moi, ça me fait penser à Lionel Jospin vis-à-vis des salariés de Michelin en 2002. Ça me fait penser à ceux qui ne pensent pas que la puissance publique est là pour accompagner ces familles. Parce qu'avant de parler de 277 salariés, il faut penser à 277 familles. Et donc, aujourd'hui, on propose un plan avec GMD où on reprendrait 140 salariés. Ça veut dire qu'on en laisserait un paquet sur le carreau. Beaucoup d'annonces ont été faites en disant j'ai le numéro de portable du président de la République, le ministre de l'économie va se saisir du dossier. Moi, tout ce que je vois, c'est que la décision du tribunal de commerce de Poitiers a été reportée au 23 juin, juste après les législatives. Malheureusement, beaucoup de communication politique a été faite. Maintenant, j'attends les résultats. Ça veut dire que vous craignez le 23 juin? Je crains pour les 277 salariés. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que mon territoire vive. Vous savez, je suis issu d'une circonscription, d'un canton d'Auzance, la commune de La Courtine, où on a un bassin d'emploi assez important, mais où justement l'emploi, c'est la vie du territoire. Parce que, bien sûr, beaucoup d'entre eux sont agriculteurs, mais les femmes ou beaucoup de personnes travaillent dans cette industrie ou dans ces PME. Et donc, justement, le but, c'est de conserver de l'emploi en Creuse, parce qu'aujourd'hui, on est 120 000 Creusois. Si on commence à prendre 277 salariés et à les éparpiller ailleurs, bien malheureusement, ce sera la fin de notre territoire. Jean-Baptiste Moreau, ce dossier, il va sortir par le haut, selon vous?
Oui, il va sortir par le haut. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une cellule de crise qui a été nommée entre Bercy, Qui ne Matignon satisfait et pas les l'Élysée. salariés et les Elle ne satisfait pas, organisations évidemment. syndicales. Je comprends le problème des salariés. Ils voudraient donc effectivement qu'il y ait un nombre d'emplois maximum conservé sur le site. Et c'est effectivement notre préoccupation et dans le sens dans lequel on travaille. Mais dans le monde de l'entreprise, tout n'est pas magique. Et effectivement, il y a des choses qui doivent, dans les négociations, qui prennent un peu de temps, qui ne sont pas aussi rapides. Je comprends l'impatience. Et moi aussi, effectivement, je suis sur le bassin de la souterraine et je sais l'importance des 280 emplois et des emplois indus qui se montent peut-être autour de 800 emplois en tout. Donc il est vital pour ce territoire, effectivement, de sauver GMS, mais de le sauver pour du long terme, pas de le sauver pour 6 mois. Et pour le sauver pour du long terme, il faut un projet, il faut des commandes. Donc ça, Bruno Le Maire a réussi à négocier avec les constructeurs sur un engagement supplémentaire, mais il faut aussi un repreneur solide et sérieux et une rentabilité de cette entreprise qui permettra de pérenniser les emplois sur du long terme et pas juste. Vous avez rencontré Emmanuel Macron lors de sa visite ? Je l'ai accompagné pendant 2 jours. Il vous a dit de surveiller de très près ce dossier ? Bien sûr, et je travaille avec un conseiller qui est mixte entre Matignon et l'Élysée, on va dire, et qui travaille aussi avec les équipes de Bercy sur ce dossier quasiment à plein temps. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes agriculteur. Qui va s'occuper de votre exploitation si vous êtes élu ? C'est bien les problématiques, donc je mettrai un gérant sur l'exploitation, parce qu'évidemment, si je suis élu, je serai un député à temps plein, donc il faudra que j'ai quelqu'un sur l'exploitation. Bon, je passerai quand même un petit peu de temps sur l'exploitation. Les vendredis, samedis, dimanches. Oui, après, il y a d'autres missions du député les vendredis, samedis, dimanches, mais je suis en train de m'organiser sur mon exploitation pour me libérer complètement, mais je compte garder quand même les pieds dans les bottes de temps en temps, parce que je pense que c'est important de garder la connexion avec le réel et la réalité des gens. Je suis agriculteur, je connais les mêmes difficultés que mes collègues. C'est d'ailleurs à ce titre-là que j'étais au déplacement d'Emmanuel Macron, parce que j'étais un des architectes du programme agricole d'En Marche, et qu'il est venu sur une exploitation sur l'agriculture et la ruralité, et notamment sur l'annonce des états généraux de l'alimentation auxquels je participe. Justement, la transition est toute trouvée, le programme agricole d'En Marche. Emmanuel Macron, en visite au lycée agricole d'Évasé, a annoncé un plan de 5 milliards pour l'innovation dans l'agriculture. Il préconise des filières fortes, la négociation directe entre les agriculteurs et les industriels. Est-ce que, Jérémy Sauty, vous jugez cela réaliste au vu du poids de l'industrie agroalimentaire dans ce pays ? C'est vrai qu'il faut redéfinir les critères dans la filière. Aujourd'hui, ce que veulent les agriculteurs, c'est des prix, pas des primes. Donc effectivement, il est nécessaire de revoir l'organisation de la filière. Mais c'est au-delà de cela, au-delà de la réorganisation de la filière, il faut aussi revoir l'ensemble des normes qui leur sont appliquées, comme à l'ensemble des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on a tendance à faire de la surtransposition de normes. On ajoute des normes françaises. Ça, Emmanuel Macron a dit que ce serait terminé. C'est ça. Il y aura dans l'été une remise à plat de l'ensemble des normes et des surtranspositions La grosse difficulté aujourd'hui, c'est pas la pensée magique. On ne peut pas dire qu'il y aura moins de normes en France. Aujourd'hui, quand vous regardez le nombre d'agriculteurs dans les années 80 par rapport au nombre d'agriculteurs aujourd'hui, il a diminué de moitié. Dans l'administration du ministère de l'Agriculture, la population de fonctionnaires a doublé. Comment voulez-vous sincèrement faire en sorte de réduire ces normes et comment on peut réduire les contraintes posées sur les agriculteurs aujourd'hui et l'ensemble des chefs d'entreprise ? Aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est un travail de formation. On a de moins en moins d'agriculteurs, on a de moins en moins d'artisans, commerçants, de restaurateurs, et on a de plus en plus de personnes qui vivent des bureaux d'études, et c'est un problème de formation, parce que moi-même, on m'a toujours dit, fais beaucoup d'études, fais des études, tu auras un bon travail à la fin. La grosse difficulté, c'est qu'on est tous on est très nombreux à avoir fait ce choix-là, et aujourd'hui, on se retrouve coincés. Je rappelle les chiffres, un quart des jeunes de moins de 25 ans aujourd'hui sont au chômage en France. Combien de chômeurs en Creuse ? Le taux de chômage en Creuse, messieurs ? Aux alentours de 10%. 10%, oui. Oui. 9% selon l'INSEE au 4e trimestre 2016. Ça représente combien de personnes à l'échelle du département ? C'est 10% des actifs, je dirais que ça ferait 12 000 chômeurs. 10 000, j'aurais dit. Il y a 5 200 personnes au chômage de catégorie A au mois de mars dernier dans le département. On va rester quand même sur l'agriculture. Emmanuel Macron est très pro-européen, oui. Mais ce que les agriculteurs voient souvent de la PAC, ce sont les aides en retard, des normes contraignantes, un modèle de production difficilement soutenable du type ferme-usine dans le nord de l'Europe. On va continuer dans ce sens-là, selon vous ? Non. Alors, les primes en retard, c'est pas européen. C'est un problème franco-français, on va dire, d'informatique au niveau franco-français. Donc là, ça doit être résolu dans les mois qui viennent assez rapidement. Et si je suis élu, j'y veillerai personnellement, parce que c'est effectivement une problématique importante. On met beaucoup de choses sur le dos de l'Europe et des choses qui ne lui incombent pas, notamment.
Alors après, il va y avoir des renégociations de la PAC. Il faut absolument remettre à plat tout ce système de PAC qui repose sur des références historiques qui n'ont plus cours aujourd'hui et qui ne correspondent plus à rien, pour évoluer vers des systèmes assurantiels où ces assurances pourront nous permettre de faire face à la fois aux aléas climatiques et aux aléas économiques qui peuvent avoir cours dans une filière ou dans une autre. Donc c'est là-dessus où il faudra concentrer. Les obligations environnementales des paysans, elles seront véritablement payées ou est-ce que là, on n'est pas dans l'effet d'annonce ? Il y a un plan de 200 millions d'euros, c'est-à-dire on multiplie par 4 les montants qui sont aujourd'hui alloués aux mesures environnementales. Donc c'est quand même pas négligeable. Et effectivement, surtout sur notre agriculture, on va dire limousine, qui est très respectueuse de l'environnement déjà aujourd'hui, je pense qu'on a tout à gagner à aller dans ce sens-là. À ce sujet-là, on veut dire qu'on veut supprimer les normes au niveau européen, simplifier les conditions administratives pour les agriculteurs. On veut créer un nouveau système assurantiel sur lequel on va devoir baser certains critères. Sur quels critères on va justement baser les systèmes assurantiels ? Qu'est-ce que sera une mauvaise récolte ? Qu'est-ce que sera une bonne récolte ? Ce sera encore toujours plus de paperasse pour finalement embêter plus les agriculteurs. Donc moi, sur la PAC 2020-2023, j'ai des positions assez fermes. J'ai travaillé tous les textes, notamment avec certains députés européens. Et franchement, il y a un débat à faire là-dessus, mais je ne pense pas que cette position-là soit vraiment favorable pour la Creuse. Voilà pour l'agriculture. Celui qui sera élu succédera à Michel Vernier, éliminé dès le premier tour après 4 mandats pour le député maire de Guéret. Il s'est dit disponible pour donner des conseils à son successeur. Vous êtes tous les deux novices. C'est plutôt beau joueur de sa part. Est-ce que vous pourriez demander des conseils à Michel Vernier ? Moi, à titre personnel, je lui ai déjà passé un coup de téléphone, tout simplement pour le féliciter pour toute son action. Il a été député pendant 20 ans. Je pense que ça mérite d'être souligné. Puis ensuite, il faut aussi regarder le travail accompli et puis les raisons de cette non-qualification au second tour. Je crois qu'aujourd'hui, on a un seul député pour 258 communes. Malheureusement, c'est vrai que le costume est très large et donc il faut avoir les épaules pour le porter. Moi, à titre personnel, ça fait depuis 2 mois que je suis en campagne. J'ai rencontré plus de 200 maires. J'étais le seul avec Michel Vernier à faire cette campagne de terrain. Aujourd'hui, bien sûr que j'entends apprendre de ce mandat-là, de ce quinquennat parlementaire, je dirais, et puis m'inscrire dans la durée. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Jean Auclair. J'essaie d'en tirer le meilleur et pour prendre les meilleurs conseils, c'est ce que je fais avec Valérie Simonet, avec Gérard Gaudin, et je pense que l'expérience, ça payera. Vous avez 7700 voix de retard. Est-ce que vous lancez un appel aux électeurs du Front National, ceux du Parti Socialiste, on vient de le comprendre, un appel aux abstentionnistes? Et est-ce que c'est tout sauf La République En Marche aujourd'hui en Creuse également? Non, moi j'ai jamais été dans l'opposition systématique et je ne ferai pas de l'anti-un tel, anti-un-tel. Moi je reste droit dans mes bottes, je fais mon programme. À titre personnel, je vois qu'il y a j'ai 7000 et quelques voix de retard. Il y a eu 40 000 Creusois qui ne se sont pas déplacés dans les urnes. Donc moi, j'appelle tous les Creusois, qu'ils se soient abstenus ou de quelque parti que ce soit, à se mobiliser pour la démocratie, pour la Creuse, pour faire porter la voix de la ruralité, parce que j'estime qu'un député parmi tant d'autres n'aura pas de poids véritable à l'Assemblée nationale. Moi, je serai libre de dire à Emmanuel Macron que non, je ne suis pas d'accord quand il supprimera 40 postes d'enseignants en Creuse pour les mettre ailleurs. Donc moi, je serai un député libre et qui sera constructif. La réponse de Jean-Baptiste Moreau, vous serez pieds et poings liés aux décisions d'En Marche? Pas du tout. Déjà, la diversité de La République En Marche, elle va nous permettre de discuter à l'intérieur d'un groupe parlementaire. Il y aura des fois où on ne sera pas d'accord entre nous, mais on réglera les problèmes entre nous, et les députés de la ruralité d'En Marche seront nombreux, donc on aura les mêmes enjeux tous autant qu'on est. Donc nous discuterons entre nous, on prendra une décision, on votera, comme ça se passe dans tous les conseils d'administration des entreprises. Je sais que l'État n'est pas une entreprise, mais tout de même, pour avancer dans une entreprise, on discute en conseil d'administration, on vote à la majorité. Une fois que la décision est prise, c'est la décision de l'ensemble du conseil d'administration. Et bien là, une fois que la décision sera prise, ce sera la décision de toute l'équipe parlementaire de La République En Marche. Mais avant, on s'attachera à convaincre nos collègues de l'utilité ou de l'inutilité de cette loi. Et je voulais compléter, moi, j'ai effectivement pas fait le tour des mairies. J'ai fait une journée par canton où j'ai invité les maires à déjeuner avec moi pour ce qu'ils souhaitaient. Et après, j'ai visité des entreprises en grand nombre, des associations d'aide à domicile, des associations qui structurent le territoire culturellement et touristiquement. Mais quand il faut défendre le territoire à l'Assemblée nationale, et on l'a vu ces dernières années, est-ce que vous dites qu'il vaut mieux que le seul député de ce territoire soit du bon côté du manche? Clairement, là, j'ai commencé déjà à travailler sur des problématiques de santé avec une chef de cabinet que je connais bien, puisqu'elle a participé à la campagne présidentielle, qui s'appelle Sophie Ferracci, qui est chef de cabinet au ministère de la Santé. J'ai commencé à travailler sur des problèmes concrets de maisons médicales, de regroupement de pharmacies sur des territoires. Donc évidemment que c'est plus facile pour moi, qui connais globalement toutes les équipes ministérielles aujourd'hui, d'aller toquer aux portes ou tirer par les manches tel ou tel Sauf que le député de la Creuse, département si emblématique,
il doit aussi par moments être seul contre tous. Quand il faudra défendre la gare de la Souterraine, il faudra que le député, même s'il est dans la majorité, descende sur les rails, applique la méthode de Jean Auclair en son temps. Pas forcément. Je pense qu'il y a une manière différente de faire de la politique, de convaincre, de discuter avec les gens et de convaincre. Et c'est pas forcément toujours la place d'un député de faire de la com et de faire de l'esbrouf. Il faut travailler les dossiers sur le fond et essayer de convaincre ses collègues au niveau de l'Assemblée nationale ou de travailler avec le président de la SNCF ou ses représentants pour essayer de faire avancer les dossiers. Mais c'est pas forcément... Dans le monde des affaires, c'est le cas. C'est pas toujours en faisant de la mousse qu'on arrive à des résultats. Jérémy Sauty, la méthode Auclair, celle de crier plus fort que les autres pour faire entendre la voix de la petite Creuse à l'échelle nationale, est-ce que vous comptez vous inspirer de cela si vous êtes élu ? Moi, je m'inspirerai surtout de la méthode de Valérie Simonet qui, au Conseil départemental, mène un bon travail avec l'opposition. On essaye de faire avancer les dossiers. Alors après, à titre personnel, moi, ce que j'estime faire la différence, ce sont les dossiers de fond. On parlait des médecins généralistes. Effectivement, il y a une difficulté sur l'offre de soins aujourd'hui. Et puis, puisque Jean-Baptiste Moreau estime avoir le meilleur programme, mais je sais, et que vous avez l'oreille au niveau des parlementaires, enfin, pas des parlementaires, mais du gouvernement. Est-ce que vous savez au moins combien il y a de médecins généralistes en Creuse ? Aujourd'hui, on n'est pas en situation de désert médical. On le sera dans 5 ans. Mais combien ? Ça fait combien ? Je ne connais pas le nombre, je connais pas. Mais c'est ça le problème. Surtout, mais je sais que nous ne sommes pas en désert médical, qu'on le sera dans 5 ans par contre, c'est évident. Et qu'il faut trouver des solutions pour faire installer des médecins généralistes, notamment en Creuse. Alors, quelles sont les voies ? J'ai écouté beaucoup, j'ai rencontré un certain nombre de médecins, un certain nombre de cadres du secteur de santé. L'obligation d'installation territoriale peut-être pendant 3 ans derrière les études de médecine, vu qu'il y a une partie des études qui sont prises en charge par l'État. Est-ce que c'est certains soins, comme par exemple les renouvellements d'ordonnances sur des maladies chroniques telles que l'hypertension, est-ce que ça ne peut pas être donné à des infirmières qui passent systématiquement chez les personnes âgées ? Voilà, il faudrait que les médecins déjà aient plus de temps médical et moins de temps administratif à consacrer. Jérémy Sauty, est-ce que votre plus gros handicap dans cette campagne, finalement, c'est pas votre étiquette, les Républicains, alors qu'un député doit justement travailler avec tout le monde sur le territoire, dépasser les partis et les clans? En tant que président de la commission des finances, bien sûr qu'on essaye de dépasser tous les clans et on fait un projet constructif. Je suis élu sur le canton de La Courtine, Crau, Ausence, et quand on est sur ces territoires-là, des territoires plutôt de gauche, bien sûr qu'il faut composer avec tout le monde. Je suis issu du plateau de Millevaches, je suis jeune et de droite, donc forcément qu'il faut être tolérant, il faut avoir l'esprit ouvert. Mais après, pour ce qui vient d'être dit, on voit clairement le gros problème de l'inexpérience, de la manque de connaissances de terrain. Moi, je l'ai acquise pendant 2 ans. C'est pas de savoir le nombre de médecins qui va sauver, Pardon ? C'est pas la connaissance du nombre de médecins sur le territoire. On sait qu'il y aura un problème sur le territoire d'ici peu de temps. Et voilà. Mais Valérie Simonet n'était pas présidente du conseil départemental avant de devenir présidente du conseil départemental. Bien sûr, mais elle connaissait l'ensemble de ces dossiers. Mais pour revenir sur ce point-là, je ne pense pas que la démocratie soit une entreprise. Je ne pense pas que l'Assemblée nationale soit un conseil d'administration. Parce que, mais on a besoin d'être efficace au niveau de la direction. Tout simplement, pour finir quand même, s'il vous plaît, parce que je ne vous ai pas interrompu, moi ce que je voulais dire, c'est que dans un conseil d'administration, malheureusement, il y a ceux qui sont majoritaires et ceux qui sont minoritaires. Le problème, c'est qu'on a moins de territoires ruraux qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc j'espère vraiment que ça ne se passera pas comme ça, parce que sinon la voix de la Creuse, on ne l'entendra jamais. Jean-Baptiste Moreau, justement, qu'est-ce que vous dites aux électeurs les plus fragiles économiquement, et il y en a en Creuse, et qui pensent que la politique du gouvernement, plus d'Europe, plus de libéralisme, plus de flexibilité, ça ne va pas les protéger eux, et que ça va aller bien pour ceux qui vont déjà bien? Dans notre programme, on a aussi des mesures protectrices. Enfin, je veux dire, il y a l'assurance chômage qui va être généralisée pour l'ensemble, pour les artisans et les agriculteurs. Alors, le but, c'est pas que tout le monde arrive à l'assurance chômage, notamment les artisans et les agriculteurs. Moi, mon souhait, c'est de maintenir le maximum d'artisans et d'agriculteurs. Mais d'avoir un filet de sécurité pour pouvoir entreprendre s'ils le souhaitent. Et après, c'est tout ce volet formation, parce que j'ai rencontré des entreprises sur le territoire du travail, il y en a sur le territoire. Le problème, c'est qu'il y a une inadéquation aujourd'hui entre l'offre d'emploi et la demande et les demandeurs d'emploi. On a des carrières qui recherchent des chauffeurs poids lourds. On a, ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai un ouvrier qui s'est accidenté en moto. J'ai appelé un service de remplacement. Aujourd'hui, le service de remplacement agricole est en rupture. Aujourd'hui, ils ont besoin d'embaucher des CDI et des CDD pour faire des remplacements sur les exploitations, pour des problèmes de remplacement sur les fermes, et ils ne trouvent personne pour remplacer sur les exploitations. Donc, du travail, il y en a. C'est juste que... Enfin, il faut en créer davantage, je suis d'accord, mais il y a aussi une inadéquation entre l'offre et la demande, et il faut qu'on y travaille au niveau de la formation. Vous parlez du chômage. Dans le programme d'Emmanuel Macron, pour les chômeurs, un seul refus, pas de 2,
Pas de deuxième refus. Deux refus. Deux refus. Deux refus. Alors ça a changé depuis que le programme a été présenté. Ça a toujours été comme ça, c'est deux refus. J'avais lu un seul Deux refus refus. Est-ce que ça, c'est pas de nature quand même à inquiéter les personnes qui sont aujourd'hui au chômage sur le territoire creusois? Je pense au nord de la Creuse, au nord-est de la Creuse, là où, de fait, des emplois, il y en a peu, qui ne sont pas mobiles. Encore une fois, les plus fragiles peuvent être inquiétés par ce genre de mesures. Comme je le dis, je le répète, il y en a de l'emploi. Le problème, c'est que c'est pas dans les. Il faut former les demandeurs d'emploi. C'est pas la solution universelle non plus. Mais c'est deux emplois dans des compétences et dans des lieux géographiques compatibles avec la situation du demandeur d'emploi. Évidemment, c'est pas deux demandes d'emploi, des deux offres d'emploi, une à Perpignan et l'autre dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais c'est nécessaire de redonner une impulsion, parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui cherchent à embaucher et qui ne trouvent pas à embaucher. Jérémy Ciotti, oui. En 30 secondes, on arrive au terme de cette édition. Quel intérêt pour un électeur de cette circonscription de voter pour vous, alors que le pouvoir et la dynamique sont du côté d'En Marche? Comme je l'ai dit, d'avoir une voix qui porte, parce que forcément, une voix parmi 400, 450 n'aura aucun effet. Emmanuel Macron ne les entendra pas. J'aurai ce pouvoir-là, j'aurai ce pouvoir d'être libre d'être constructif, libre de pouvoir dire ce que je pense aussi sur la ruralité. Et puis déjà, je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'ont mis à ce second tour, parce que j'estime que c'est une véritable performance pour la droite creusoise. Et d'ailleurs, je suis satisfait d'avoir fait l'un des meilleurs scores à droite dans le Limousin. Et donc, j'espère que les Creusois me feront confiance et m'éliront le 18 juin prochain. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous dimanche pour vivre le second tour des législatives sur cette circonscription de la Creuse. Dimanche soir, soyez au rendez-vous sur France 3 à partir de 20h pour une grande soirée électorale et à 21h15 pour une émission spéciale consacrée aux résultats dans l'ex-Limousin. Tous nos débats sont à retrouver sur notre site internet et notre page Facebook. Excellente soirée sur France 3 et à bientôt.